Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Gaël Billeter, professeur à la faculté de droit et chercheur au Centre de recherche en droit public, la maison mère du PEDEP. Je suis donc très heureux de vous accueillir ici à la troisième conférence du cycle 2025-2026, la part d'ombre du constitutionnalisme. Nous aurons une dernière pour clore le cycle le 1er avril prochain. Je remercie Guillaume Grégoire d'avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle annuel en donnant une conférence intitulée La Constitution économique, aspiration démocratique et verrouillage technocratique. Le titre de notre invité comporte un point d'interrogation. C'est sans doute de mise pour un exposé universitaire, mais il est clair, et la conférence de Guillaume le soulignera sans doute, que le verrouillage technocratique, en particulier dans l'Union européenne, est aujourd'hui, me semble-t-il, si j'ose dire, un secret politique. Dans un ouvrage remarquable que Guillaume Grégoire a dirigé avec Xavier Muni, The Idea of Economic Constitution in Europe, les deux directeurs de publication rappellent dans leur introduction que la question centrale des rapports politiques économiques est celle-ci, et je les cite. L'organisation et l'ordonnancement juridique des rapports de production, de distribution et de propriété au sein de la société doivent-ils se faire autour d'un idéal de démocratie, fût-elle représentative, c'est-à-dire en poursuivant une autonomie théoriquement maximale du corps politique, y compris en matière économique, ou, au contraire, cette sphère économique se révèle-t-elle hors de portée de l'agir collectif et doit-elle, par conséquent, être régie par des principes hétéronomes et transcendants, les lois naturelles de l'économie, à opposer, si les circonstances l'exigent, à la volonté de la majorité du corps politique. Je ferme les guillemets. Et en effet, on peut dire que depuis le XIXe siècle de l'affirmation libérale, d'abord sous ces oripeaux d'un laisser-faire quasi absolu, un état minimal, un état de police en fait, et ensuite d'un état-providence qui tempère les appétits oligarchiques, et aujourd'hui d'un état néolibéral qui assure la protection des marchés en ne ménageant pas ses interventions propres à les protéger et à assurer la sécurité des transactions, la question s'articule constamment autour du départage entre politique et économie. Les soi-disant lois économiques, il serait plus juste et vrai de parler des intérêts économiques, ces intérêts peuvent-ils et doivent-ils primer sur la dimension politique qui suppose la prise en compte du bien commun? Les dimensions conflictuelles de ce diptyque apparaissent clairement ainsi exprimées, alors qu'elles sont bien sûr dissimulées et souvent masquées par les discours émollients sur les lois naturelles de l'économie, la naturalisation d'enjeux pourtant bel et bien politiques. Autrement dit, la volonté générale peut-elle s'imposer aux acteurs économiques et plus précisément peut-elle interférer avec le droit de propriété, l'organisation du marché, les libertés économiques et celles du capital? La réponse libérale est évidemment négative. Il convient au contraire de sanctuariser le droit de propriété, le marché, et plus généralement les libertés économiques, de les mettre à l'abri des palinodies démocratiques. L'idée d'une constitution économique apparaît alors comme un moyen d'assurer cette sanctuarisation. Le droit devient l'outil essentiel propre à offrir cette assurance à l'économie. Quinn Slobodian, historien américain, canadien en fait, qui travaille aux États-Unis, démontre bien la nature essentielle du droit à la construction d'une société néolibérale. Et parce qu'en effet, l'État néolibéral n'est pas celui que l'on croit. En effet, les notions de laisser-faire global, d'autorégulation des marchés, d'un rapetissement de l'État ou d'une souveraineté déclinante ne constituent pas les ingrédients premiers du néolibéralisme. La thèse est bien à l'effet que le projet néolibéral, loin de libérer les marchés, les enclôt ou les isole afin de les protéger de la menace démocratique et confirme du même souffle et de manière contre-intuitive que market does not and cannot take care of itself. Et je cite ici Quinn Slobodian. Les historiens, selon lui, auraient trop insisté dans leur analyse du néolibéralisme et de son émergence sur les questions monétaires et économiques, négligeant ainsi les questions de gouvernance globale. L'Union européenne s'est construite autour des principes de constitution économique visant à assurer une gouvernance européenne des marchés, limitant ainsi les pouvoirs des parlements nationaux et par conséquent dissociant les forces démocratiques nationales de la gouvernance des affaires économiques. Les traités de Maastricht et de Lisbonne enchâssent ces réalités dans le marbre conventionnel, dans le marbre constitutionnel. Je n'en dirai pas plus, car je suis sûr que Guillaume saura bien mieux que je ne le fais montrer et démonter les coulisses de l'élaboration d'une constitution économique. Il participe, ce faisant, à cette œuvre de dessillement des esprits
à laquelle ce cycle entend contribuer. Déconstruire le prêt-à-penser néolibéral qui domine le discours public depuis plus de 40 ans et qui, Arnaud Horace le croit, avec sa notion du capitalisme et de la finitude, est en train de céder la place. Peut-être, sans doute, mais cette œuvre de décidement demeure nécessaire et utile, et pour ça, je remercie chaleureusement Guillaume d'avoir accepté notre invitation, et je l'invite à prendre la parole pour 45 à 60 minutes, et évidemment une période de questions suivra. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour cette belle introduction et plus généralement qu'il me soit permis de remercier en introduction le Centre de recherche en droit public et le groupe de recherche en droit et économie politique pour l'invitation qui m'a été faite de prendre la parole ici dans le cadre de ce beau cycle de conférences. Un merci tout particulier à Thibaut Biscaï et à Karim Benyekleff pour le chaleureux accueil et plus généralement merci de me permettre de présenter aujourd'hui certaines de mes réflexions qui m'ont pris quelques années dans le cadre de mes recherches doctorales. C'est, pour la petite anecdote, à l'occasion justement du projet qui a donné lieu au livre d'où est tirée la citation, que j'ai rencontré Thibaut qui était venu à Liège pour l'occasion, et j'ai pu rencontrer à Bruxelles Karim Benyekleff, et donc je suis content et heureux de pouvoir à mon tour faire le trajet inverse et découvrir les contrées québécoises, puisque c'est la première fois que je viens. Mais entrons directement dans le vif du sujet. Alors pour donner déjà en deux mots la structure et la trame que je tenterai de suivre au cours de la présentation, en voici les grandes lignes. D'abord, le concept de constitution économique renvoie à une question à la fois politique et juridique qui, pour actuelle qu'elle soit, n'en demeure pas moins controversée. Et controversée non seulement dans le monde scientifique, mais également au niveau du débat public. C'est la question de la marge de manœuvre du Parlement dans l'économie. J'exposerai donc brièvement, dans un premier temps, cette question, ne serait-ce que pour montrer les limites auxquelles nous sommes confrontés si nous restons au niveau, pour ainsi dire, interne au droit, donc en restant enfermés dans le discours des juridictions suprêmes et dans le discours de la doctrine juridique qui se rapporte à ces juridictions suprêmes. Dans un deuxième temps, je tenterai d'en passer par l'histoire et par le contexte social et politique pour éclairer cette problématique très actuelle. La généalogie historique du concept de constitution économique nous permettra, je l'espère, de prendre de la hauteur et de comprendre qu'une question plus profonde est en réalité en jeu ici, et que cette question emporte des tensions fondamentales entre les grands principes qui structurent nos ordres juridiques et politiques, et notamment entre l'idéal de démocratie et une certaine conception substantielle ou matérielle de l'état de droit. Il s'agira en particulier de comprendre comment le constitutionnalisme contemporain, y compris la question du contrôle de constitutionnalité des lois, donc du contrôle juridictionnel du pouvoir législatif, doit être mis en perspective avec la crise de l'ordre libéral du début du XXe siècle. Il conviendra alors de prendre la mesure des critiques opposées à cet ordre libéral, et en particulier celle portée par le sulfureux Carl Schmitt, mais aussi de prendre la mesure des réponses formulées par les libéraux, non sans revoir en profondeur leur doctrine et leurs pratiques pour donner naissance à ce que l'on nomme communément néolibéralisme au singulier ou au pluriel. Dans un troisième temps, on pourra alors essayer de faire en quelque sorte retour, de manière assez concise et synthétique, sur l'état actuel de nos ordres constitutionnels, du moins de certains ordres constitutionnels d'Europe et d'Europe occidentale, en esquissant dans les grandes lignes l'apport de la généalogie du concept pour le traitement juridique de la problématique en cause, et ce, à un double niveau, non seulement pour comprendre la fonction centrale prise par la justice constitutionnelle dans les questions éminemment politiques liées à l'organisation juridique de l'économie, ça c'est le premier niveau, mais aussi pour tenter d'interroger les grandes orientations prises par ces juridictions suprêmes, qu'elles soient nationales ou de l'Union européenne. C'est le second niveau. À partir de là, je conclurai brièvement en essayant de dégager certains enseignements sur la dialectique qui semble exister de nos jours entre
une montée en puissance des états d'exception et le processus de substantialisation économique des normes constitutionnelles. Commençons donc maintenant par cerner de manière un peu plus précise la problématique en cause. Dans l'argumentaire du cycle de conférence, dans lequel prend place donc mon intervention, la problématique est en fait posée très explicitement lorsqu'il est demandé, et je cite ici les mots repris dans l'argumentaire, comment caractériser les rapports ambigus, les tensions qui existent entre le constitutionnalisme et la démocratie. Qu'entend-on par la défense de l'état de droit? Que cherche au juste à protéger la Constitution, la souveraineté du peuple ou le libre fonctionnement du marché? Fin de citation. C'est à peu près à ces mêmes questions que je fus confronté lorsque, au cours de mes recherches, j'ai tenté d'appréhender le processus de constitutionnalisation de l'économie, c'est-à-dire de sanctuarisation des règles et des principes qui organisent l'économie dans les normes juridiques hiérarchiquement les plus hautes, à savoir schématiquement les constitutions nationales ou les traités internationaux, et en particulier les traités de l'Union européenne. Normes hiérarchiquement les plus hautes qui possèdent deux caractéristiques que l'on relie habituellement. Premièrement, qui dit normes juridiques hiérarchiquement les plus hautes, dit qu'elles sont réputées être au-dessus du pouvoir législatif, qui, lui, est centré sur la figure du Parlement, agissant habituellement à la majorité simple. En comparaison, les normes hiérarchiquement les plus hautes ont donc tendance à être plus rigides, plus difficilement modifiables, donc moins à même d'évoluer en fonction des aléas des élections et des alternatives politiques qui s'en suivent ou non. En second lieu, la protection de ces normes supralégislatives est désormais confiée à des gardiens spécifiques, des juridictions constitutionnelles ou supranationales, en tant que les juges qui les composent seraient détenteurs d'un savoir spécifique qui leur conférerait la légitimité pour contrôler et censurer l'action des représentants élus au regard des normes supralégislatives dont ils ont en charge la sauvegarde, mais qu'ils doivent donc interpréter, ce qui en retour leur confère un pouvoir normatif certain. On comprend vite, de manière assez intuitive, la tension potentielle à l'œuvre entre, d'une part, les aspirations démocratiques censées être véhiculées par le constitutionnalisme, en tant qu'il est la figure juridique de l'auto-institution de la société, c'est-à-dire l'expression de son autonomie, et d'autre part, le possible verrouillage du champ des possibles par des juges détenteurs d'un savoir, donc fondant leur légitimité sur une logique expertale, technocratique, épistocratique, à partir de normes générales et abstraites, au contenu souvent vague. La tension n'est pas du tout nouvelle, ni spécifique à la question économique qui nous occupera ici. Elle est évidemment déjà au fondement du constitutionnalisme moderne, hérité des révolutions américaines et françaises, tiraillées qu'elles furent entre l'idéal de souveraineté de la nation, donc d'autonomie radicale, et le fondement juste naturaliste, donc hétéronome, des droits réputés naturels de l'homme et du citoyen. Mais on peut observer que cette tension trouve une actualisation tout à fait singulière lorsqu'elle se manifeste dans le domaine central de nos sociétés industrielles ou post-industrielles capitalistes, donc dans le domaine de l'économie, le domaine des rapports de travail, de production, d'échange de biens et de services et de distribution de richesses. D'où la question finalement assez banale, consistant à se demander quelle marge de manœuvre possède un Parlement élu lorsqu'il souhaite modifier le cadre juridique qui structure l'économie, en laissant même de côté à ce stade la question de savoir si l'idéal d'autonomie politique n'implique pas de dépasser le modèle parlementaire étatique pour penser la démocratie au niveau des unités de production ou des secteurs de production. Pour décliner la question de la marge de manœuvre du Parlement en exemple plus concret, il s'agit par exemple de se demander si un Parlement peut mettre en place un impôt plancher sur la fortune pour lutter contre une concentration qu'il jugerait excessive des patrimoines les plus riches, ou si c'est là porter une atteinte intolérable aux droits de propriété privée. De même, les élus sont-ils libres, au nom des droits du travailleur, d'interdire aux entreprises de procéder à des licenciements boursiers, donc à des licenciements collectifs lorsque ces entreprises génèrent toujours des bénéfices substantiels? Ou est-ce contraire à la liberté d'entreprendre des employeurs et aux droits de propriété privée des actionnaires? De même pour la reconnaissance d'un pouvoir de gestion aux représentants des salariés. Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'est contraire à la liberté d'entreprendre et aux droits de propriété? Dans une autre perspective, le pouvoir législatif est-il obligé de maintenir un certain niveau d'allocation sociale? Ou est-il autorisé à les réduire, voire à les supprimer pour des raisons budgétaires? Voilà quelques exemples.
face à cette problématique de la marge de manœuvre juridique du pouvoir législatif vis-à-vis de l'organisation de l'économie, la position des juridictions suprêmes, mais aussi d'une part importante de la littérature juridique, revient en substance à affirmer que les constitutions nationales, mais aussi dans une certaine mesure les traités de l'Union européenne, demeurent relativement neutres sur le plan économique. Autrement dit, ces normes fondamentales seraient ouvertes à diverses conceptions, plus interventionnistes ou plus libérales, entre lesquelles le Parlement, le législateur, serait tout à fait libre de choisir. La Cour constitutionnelle fédérale allemande l'a proclamé explicitement dans un arrêt du 20 juillet 1954, puis dans l'important arrêt du 1er mars 1979 sur la cogestion. Quoique de manière plus implicite, de nombreuses autres juridictions constitutionnelles adhèrent également à cette thèse, notamment la juridiction, enfin le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle belge. Sauf que, ajoute directement ces juridictions, le pouvoir législatif est libre, pour autant qu'il respecte les droits et libertés individuelles consacrés par ces mêmes normes fondamentales. Or, par l'ajout de cette clause a priori anodine, évidente, pour ne pas dire tautologique, la problématique reste entière, puisque selon l'interprétation donnée à ces libertés et droits individuels, les juges suprêmes ont bel et bien là le moyen de censurer l'action du Parlement, ce qu'ils n'hésitent plus à faire. Pensons par exemple, pour le Conseil constitutionnel français, à la décision de nationalisation de 1982, qui obligea le gouvernement à revoir à la hausse les indemnités compensatoires au nom du droit de propriété des actionnaires. Ou encore la décision de 2014, par laquelle le dispositif anti-licenciement boursier de la loi Florange fut invalidé au nom de la liberté d'entreprendre. Pensons encore en Allemagne cette fois, à la découverte en 1995 ou 95, je ne sais pas comment on dit ici au Québec, par la Cour constitutionnelle allemande, d'un seuil maximal de taxation tiré du droit de propriété privée, qui lui permit d'invalider l'impôt sur la fortune, qui était pourtant un impôt centenaire. Spectre de censure constitutionnelle, qui, soit dit en passant, fut au centre des discussions en France sur la possible loi Taxe-Zuckman. Quoi qu'il en soit, la thèse de la neutralité économique des normes fondamentales se révèle quelque peu illusoire. Elle dissimule mal l'influence croissante des décisions des juridictions suprêmes sur l'organisation juridique de l'économie. Surtout, elle s'attaque à la question, pourtant cruciale, des bornes précises au-delà desquelles le Parlement ne peut s'aventurer en matière économique. La thèse de la neutralité économique des constitutions apparaissait donc trop formelle par rapport à la réalité de l'influence des normes et des décisions des juridictions suprêmes sur l'ordonnancement juridique de l'économie. Pour tenter de comprendre ce paradoxe apparent qu'une analyse juridique traditionnelle de type dogmatique ne suffisait pas à lever, il convenait, me semblait-il, d'ouvrir le droit à son contexte historique, social et intellectuel. Il était nécessaire, en quelque sorte, de reposer le problème autrement et d'interroger la problématique elle-même. Pourquoi certains défendent-ils l'idée qu'il faille sanctuariser juridiquement certaines règles ou certains principes économiques? Au sein de quel courant de pensée ces théories sont-elles avancées? Comment cela s'est-il progressivement imposé comme une solution légitime et opérante? L'hypothèse méthodologique à la base de la recherche était, pour ainsi dire, qu'en retraçant l'itinéraire du concept de constitution économique, donc en établissant sa généalogie, il serait éventuellement possible de pénétrer et de mieux saisir le phénomène de constitutionnalisation de l'économie et d'éclairer ainsi, de proche en proche, l'état actuel du droit positif. Pour ce faire, je me suis appuyé en particulier sur les travaux de Max Weber, de Michel Foucault et de l'historien Reinhard Koselleck. Alors sans entrer dans le détail, et pour le dire de manière très rapide, chacun à leur façon ont mis en évidence un point essentiel pour l'entreprise que je m'apprêtais à mener. Il s'agit du fait que les concepts ne sont pas des notions qui se créent dans l'éther de la science, ils sont aux prises directes avec le réel, ils sont donc toujours indissociables des luttes sociales et intellectuelles au sein desquelles ils émergent. Dans un mouvement de va-et-vient permanent, ils vont formater la manière de penser un problème et par conséquent, ils vont limiter aussi les solutions à lui apporter. Autrement dit, en conditionnant le cadre du dissible et du pensable, les concepts déterminent aussi le cadre du faisable. Si l'on transpose les enseignements de l'approche généalogique à la constitution économique, cela implique de trouver la problématique sociale face à laquelle le concept a émergé, de mettre en lumière les significations concurrentes qui ont pu exister,
et surtout de retracer l'histoire de leur lutte. On entre donc dans le deuxième temps de la présentation, donc dans la généalogie du concept de constitution économique proprement dit. Notons d'abord que l'usage du concept ne s'applique pas à toute époque et en tout lieu, sauf à le réduire ou plutôt à l'inverse à le dilater à l'extrême pour désigner la simple structuration juridique des rapports de production et d'échange. Entendu en son sens actuel de consécration supralégislative des principes et des règles qui régissent l'économie, alors l'application de ce concept à toute société s'avère anachronique, ne fût-ce qu'en raison du fait que les acceptions contemporaines de constitution et d'économie sont elles-mêmes historiquement et géographiquement situées. En effet, forger le concept de constitution économique présuppose la possibilité de penser chacun des pôles du concept, donc la constitution et l'économie. Or, ces termes ont eux-mêmes une histoire, que l'on peut situer, même si les racines sont plus anciennes, au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans ce moment historique spécifique, celui de la lutte du libéralisme contre l'absolutisme monarchique. Les deux termes du concept de constitution économique représentent en effet les deux voies du libéralisme. D'un côté, notamment avec Locke et Montesquieu, le constitutionnalisme en son sens moderne, en tant que limitation des pouvoirs du souverain au nom d'une nécessaire balance des pouvoirs et au nom d'une protection des droits réputés naturels de l'homme. Donc le constitutionnalisme comme concrétisation du libéralisme politique. Quoique il est vrai, avec l'idée de souveraineté nationale, Rousseau et la Révolution française apporteront la tension au cœur même de la pensée de la pratique constitutionnelle. De l'autre côté, avec les physiocrates, avec Adam Smith, avec Ricardo, on a l'économie comme science chargée de dévoiler les lois du marché, elle aussi réputée naturelle. C'est donc l'avènement du libéralisme économique en même temps que l'invention de l'économie comme savoir, et comme savoir qui s'oppose au mercantilisme, qui n'était finalement, pour le dire de manière un peu caricaturale, que le pendant économique de la pensée absolutiste. C'est au carrefour de ces deux voies que s'élabora alors, à cette époque, ce qui constitue, aujourd'hui encore, le cœur de la problématique étudiée, à savoir la question de savoir comment organiser juridiquement un domaine social, l'économie, alors que celle-ci est assimilée à un marché pensé comme naturel et autorégulé. Comment transcrire et comment constituer en droit positif ce marché dont les lois, placées sous le sceau de la naturalité, sont censées nous être données scientifiquement, c'est-à-dire sous forme d'une vérité sinon révélée, du moins progressivement dévoilée. Face à cette problématique, apparue une première fois au milieu du XVIIIe siècle, ce qui peut être interprété comme une première formulation de l'idée de constitution économique, en l'occurrence sous la plume des physiocrates, qui sont donc en France les précurseurs du libéralisme et des sciences économiques. Alors, sans être véritablement systématisés, les termes de constitution économique se trouvent liés au concept de despotisme légal, qui a été forgé par François Quesnay et ses disciples, et qui est une sorte de théorie de l'état de droit avant l'heure, déjà appliquée à l'économie, où les lois naturelles du marché sont censées être découvertes par les savants et mises en œuvre et protégées par les lois positives de l'État sous la surveillance des juges, à qui serait confiée la tâche de contrôler l'action législative du souverain. Toutefois, alors que le 19e siècle fut celui de la révolution industrielle et de l'édification progressive de l'ordre de marché, le concept de constitution économique retourna dans l'anonymat tout au long du XIXe siècle. On peut légitimement s'interroger sur les raisons qui ont présidé à cet écart. Une explication tient sans doute au fait que l'organisation juridique du marché n'a tout simplement pas eu besoin, à l'époque, d'être pensée au niveau constitutionnel. La mise en marché de l'économie fut l'œuvre législative des parlements, tendanciellement acquis au libéralisme économique, et ce pour une raison institutionnelle assez simple à comprendre et qui tient en deux mots, suffrage censitaire, c'est-à-dire l'indexation du droit de vote sur le droit de propriété. Autrement dit, le désencastrement du marché vis-à-vis des anciennes contraintes sociales, notamment féodales, fut un processus intrinsèquement lié à la figure du législateur, qui représentait finalement seulement les citoyens dits actifs, donc en majorité, pour le dire vite, la classe bourgeoise libérale. D'où d'ailleurs aussi le fait que l'économie politique fut conçue comme science du législateur, selon la formule d'Adam Smith. Ce nouvel ordre de marché ne tarda cependant pas à être mis en crise par un phénomène interne de cartélisation,
donc par les forces endogènes du marché, par les détenteurs des capitaux eux-mêmes, mais aussi par la question sociale. C'est en effet en réaction à cette question sociale et aux revendications de la nouvelle classe des prolétaires, c'est en réaction à cette question sociale que fut conquis l'extension du droit de vote et l'émergence du droit du travail. Réformes loin d'être anodines, car elles ont contribué à rouvrir la question de la meilleure garantie juridique du modèle libéral. Avec la démocratisation du Parlement et avec ces législations sociales, le modèle de représentation élective porté par le parlementarisme est-il toujours le garant le plus efficace du libre-échange? Ou ne faut-il pas désormais protéger le marché, non plus par le Parlement, mais contre le Parlement, donc au niveau supralégislatif, c'est-à-dire constitutionnel? C'est donc dans cette période de crise de l'ordre libéral que s'est véritablement posée, en des termes proprement juridiques, la problématique du système admis ou imposé par l'ordre constitutionnel. En même temps, ou presque, que n'émergea la question du Hüter der Verfassung, donc du gardien de la Constitution. On arrive ici au point central de la présentation, et sans doute le plus polémique par rapport à la lecture traditionnellement portée par les constitutionnalistes, donc permettez-moi de le déployer un peu plus longuement. En droit positif, la problématique du système économique admis ou imposé par l'ordre constitutionnel s'est en réalité posée en deux temps. D'abord en jurisprudence, dès avant la Première Guerre mondiale, en particulier aux États-Unis avec le célèbre arrêt Lochner de 1905 de la Cour suprême et l'opinion dissidente du juge Holmes, mais aussi ailleurs, et notamment en Allemagne, sur la question décisive des cartels, justement. Je ne m'attarderai cependant pas ici sur cette première appréhension juridictionnelle de la problématique, quoi qu'on puisse y revenir dans les questions-réponses si certains le souhaitent. Là où je veux en revanche insister, c'est sur le fait que la problématique s'est aussi, dans un second temps, posée explicitement au niveau du pouvoir constituant lui-même, à l'occasion des poussées révolutionnaires de l'entre-deux-guerres, donc après la Première Guerre mondiale. La planification dans le système soviétique et le corporatisme dans les régimes fascistes se sont en effet profilés comme des possibles alternatives à l'État libéral et à son économie de marché. C'est dans ce contexte très particulier de l'entre-deux-guerres que le concept de constitution économique émergea alors véritablement en Allemagne, dans la Nouvelle République dite de Weimar, dont la Constitution prévoyait une section dédiée à la vie économique et longue de pas moins d'une quinzaine d'articles, les articles 151 à 165 de la Constitution. Le concept de constitution économique était alors en réalité étroitement lié à l'idée d'une démocratisation de l'économie. Dans l'idée du rédacteur social-démocrate de cette section économique de la Constitution, qui n'est autre que Hugo Sinsheimer, le père du droit du travail allemand, les 15 articles en question avaient en effet pour objet et pour effet d'enserrer les principes du libéralisme économique, qui étaient certes reconnus dans la Constitution, dans des objectifs de justice sociale et dans une nouvelle organisation de l'économie, organisation alternative, qui serait organisée à partir du pôle du travail et à laquelle on appliquerait une logique démocratique, par opposition à la logique de subordination juridique du travailleur sur lequel repose le capitalisme. On retrouvait notamment l'idée d'une structure fédérative de conseils ouvriers et de conseils économiques à l'article 165, et on trouvait aussi une habilitation constitutionnelle octroyée au législateur à collectiviser des secteurs entiers, des secteurs stratégiques de l'économie. Ce sont les articles 155 et 166 de la Constitution. Mais c'est précisément ce projet de démocratisation de l'économie qui fut combattu avec la plus grande vigueur par la doctrine conservatrice de l'époque. On y dénonçait déjà le clientélisme électoral, l'intervention sociale débridée et désorganisée, le surmenage de l'État que cela provoquait et la perte d'autorité qui s'ensuivrait pour l'État. C'est dans ce contexte que le sulfureux Carl Schmitt s'opposa à ce qu'il analysait comme un virage vers l'État total, c'est-à-dire cette espèce d'État interventionniste et clientéliste. Mais justement, pour ce faire, il en va paradoxalement à radicaliser en quelque sorte le concept de constitution économique. Il n'était plus question, comme chez Sinsheimer, de voir la constitution économique comme complémentaire à la constitution politique de l'État. Il s'agissait au contraire de le poser comme radicalement et irréductiblement opposés, comme des alternatives irréductibles. Selon Schmitt, un État peut soit s'articuler autour d'un domaine proprement politique, qui rejette donc les autres domaines du social en dehors de l'État, donc à la société civile,
la science, l'économie, la religion, etc. C'est en fait la constitution politique traditionnelle de l'État libéral du XIXe siècle. Soit l'État peut organiser le politique autour de l'économie, en faisant non plus du citoyen abstrait, mais du producteur, et des organes économiques dans lesquels il s'assert, donc entreprises, syndicats, conseils ouvriers, faire donc du producteur et des organes économiques le socle et la structure décisionnelle de l'État. C'est selon lui l'hypothèse de la constitution économique telle qu'elle peut se voir à l'époque en Russie soviétique et dans l'Italie fasciste. Or, l'un des arguments constants de Schmitt est d'affirmer que, malgré ce qu'il qualifie de compromis formel dilatoire, la Constitution de Weimar établit bel et bien un état de droit libéral bourgeois, selon ces termes, excluant de la sorte toute possibilité d'état de classe de type prolétariat organisé autour d'un système généralisé de conseil à la soviète. Pour éviter par ailleurs le péril d'une dictature du prolétariat, par la prise de pouvoir légal du Parlement et de l'appareil d'État libéral, Schmitt en appelait en 1931 à un état d'exception économique, par lequel serait mis en place une dictature du président du Reich fondée sur l'article 48 de la Constitution de Weimar et destinée, selon ses propres termes, à procéder à l'intervention chirurgicale très douloureuse qu'est l'acte spécifiquement politique de la dépolitisation, donc du retrait de l'État hors des sphères non étatiques. Attention, cette intervention chirurgicale n'a ni pour objet ni pour objectif de revenir à la situation binaire de l'État libéral neutre d'un côté et l'économie totalement privée de l'autre. Schmitt défend de manière très explicite la mainmise de l'État sur les domaines régaliens, les transports, les postes, les médias, qu'il qualifiait directement de propagande, et l'idée aussi qu'il faut imposer au secteur économique stratégique une sorte de cartélisation sous tutelle semi-publique. En tout état de cause, c'est donc parce que le concept de constitution économique cristallisait la revendication d'une extension de la démocratie à l'organisation même de l'économie, qu'il était combattu et rejeté par Schmitt et la doctrine conservatrice. Il n'y avait pas que Schmitt, il y avait notamment Ernst Rudolf Huber qui fera une belle carrière sous le nazisme, mais qui a après repris pied et fit une histoire du droit constitutionnel allemand qui vaut le coup de consulter, mais en connaissant l'apôtre. Or, c'est sensiblement pour ces mêmes raisons de défiance vis-à-vis d'une démocratie jugée illimitée que les intellectuels libéraux de l'époque se sont opposés avec tout autant de vigueur aux thèses des sociodémocrates. Néanmoins, ils l'ont fait dans une perspective un peu différente, et non sans opérer au passage un double coup de force intellectuel. Ce double coup de force est en fait l'œuvre d'un juriste, Franz Böhm. Dans sa thèse sur la concurrence et la lutte monopolistique, Böhm propose en effet la définition de la constitution économique qui deviendra le credo des ordolibéraux, et je me permets de citer ici sa définition. Il dit « D'un point de vue constitutionnel, le système de liberté du commerce et de l'industrie est une constitution de la vie économique au sens du droit positif. L'introduction de ce système signifie par conséquent une, entre guillemets, décision globale, Gesamtentscheidung, sur la nature et la forme du processus de coopération socio-économique, dans le même sens que celui par lequel Carl Schmitt décrit la constitution de l'État comme une décision globale sur la nature et la forme de l'unité politique. » Fin de citation, et Böhm renvoie ici à la définition donnée par Schmitt dans sa théorie de la Constitution publiée en 1928. Ainsi, contrairement à Schmitt et aux conservateurs, Böhm a investi pleinement le concept de constitution économique, mais pour lui donner une acception tout à fait nouvelle, non plus social-démocrate, mais proprement libérale cette fois, c'est-à-dire orientée vers la liberté du commerce et de l'industrie et vers la protection du mécanisme de concurrence. C'est là le premier coup de force opéré par Böhm, et il le fait contre les sociodémocrates. Mais pour ce faire, Böhm utilise les outils conceptuels forgés par Schmitt, quoique pour mieux les lui retourner également, et c'est là le second coup de force de Böhm. Il reprend la définition de Schmitt de la constitution politique pour la transposer à la constitution économique et faire ainsi sauter l'ancien contenu socialisant, et lui substituer alors une définition libérale centrée sur l'ordre concurrentiel de marché. Dans la droite ligne, ajoute Böhm, de l'exigence posée par les physiocrates de proclamer la loi naturelle comme loi de l'État dans le domaine de la vie économique.
Par ce geste théorique, les ordolibéraux inaugurent l'une des interrogations fondamentales à la base du passage du libéralisme classique vers le néolibéralisme, celle de savoir comment garantir juridiquement et institutionnellement un ordre concurrentiel de marché de plus en plus contesté et remis en cause, y compris par les législateurs eux-mêmes. Il faut insister, me semble-t-il, sur le rapport entre Schmitt et les ordolibéraux, et plus généralement entre Schmitt et les néolibéraux, car c'est un point particulièrement polémique depuis plusieurs années maintenant. Pour le formuler rapidement, selon moi, les ordolibéraux et les néolibéraux ne peuvent être réduits à une simple filiation schmittienne, ni à un autoritarisme décomplexé à la Schmitt. La relation doit être pensée de manière, selon moi, plus complexe, qui est sur le mode de la subversion. Il est certain que Schmitt demeure un adversaire tenace du libéralisme, qu'il critique d'ailleurs comme une politique de l'antipolitique. Selon lui, le relativisme axiologique propre au libéralisme le rend incapable d'assurer ses propres conditions d'existence. De même, sur le plan juridique, la pensée dite normativiste, fondée sur des règles générales et abstraites, lui paraît complètement déconnectée du pouvoir réel qui fonde l'ordre politique et juridique, lequel ne se penserait que sur le mode de la décision, et la décision souveraine. C'est pourquoi Schmitt développe la théorie de l'état d'exception, dès 1921 dans la dictature. Puis 10 ans plus tard, dans Le Gardien de la Constitution, il propose d'appliquer le concept d'état d'exception à l'économie, en forgeant le concept d'état d'exception économique. L'objectif ce faisant est de dépasser le formalisme de l'état de droit libéral afin de réarmer l'État face aux assauts des masses, pour réinstaurer l'ordre, la puissance et l'autorité de l'État. Passer outre l'état de droit pour restaurer la raison d'État. Voilà en quelque sorte son agenda. Sa défense de l'homogénéité sociale, de la distinction entre amis et ennemis, et d'une démocratie plébiscitaire vise ainsi à restaurer l'autorité politique face au relativisme libéral. Toutefois, la critique schmittienne du libéralisme doit aussi se lire à la lumière de son opposition plus profonde, plus fondamentale au socialisme, qui constitue selon lui quelque chose comme le devenir inévitable du libéralisme. Sa défense de la dictature du président du Reich est en réalité une réaction au risque de dictature du prolétariat et à la controverse entre Kautsky et Lénine sur la possibilité de subvertir l'État parlementaire libéral de l'intérieur par les élections. Il le dit explicitement dans l'avant-propos de l'ouvrage, et même dans le sous-titre de la dictature, en tout cas dans la version allemande, où il fait explicitement mention de la lutte des classes prolétariennes. Les futurs ordolibéraux, Franz Böhm, mais aussi Alexander Gustloff ou Walter Eucken, reprendront en partie le diagnostic posé par Schmitt, et ils reprendront aussi certains de ses concepts, les concepts d'État fort, la définition décisionniste de la constitution de Schmitt, mais ils les infléchiront justement pour sauver et pour protéger l'ordre libéral, en limitant explicitement les potentialités démocratiques, mais sans pour autant tomber, du moins en théorie, dans l'autoritarisme schmittien. Ce faisant, il faut le souligner, ils avalisent cependant les coordonnées du débat tel qu'il est posé par Carl Schmitt, ce qui ne va pas sans conséquence au niveau démocratique. On pourrait évidemment me répliquer que cette limitation de la démocratie est le propre du constitutionnalisme libéral. Laurie Fontaine en a parlé dans la dernière conférence il y a quelques mois, et qu'il n'y a donc pas tant rupture que continuité entre les libéraux et les néolibéraux. Ce n'est pas faux. Mais il faut aussi, pour moi, garder à l'esprit le fait que le renouvellement et la rupture partielle se fait justement dans la mesure où, entre-temps, le régime parlementaire n'est plus l'instrument de la libéralisation de l'économie. Il est devenu l'outil potentiel de son étatisation. Et c'est contre cette étatisation que luttent les ordolibéraux. Plus tard, Hayek agira d'une façon comparable vis-à-vis de Schmitt, notamment dans sa dénonciation de l'État-providence mise en place au cours des 30 Glorieuses, nouvel avatar empire, selon lui, de l'État total déjà diagnostiqué par Schmitt. Si Hayek se positionne dans ses écrits explicitement comme un adversaire de Schmitt, c'est parce qu'il a, selon lui, donné de mauvais remèdes, malgré un diagnostic correct. Quels sont alors les bons remèdes? Ils tiennent en fait, ici aussi en deux mots, et vous me voyez peut-être venir, constitution économique. Si les ordolibéraux ont ouvert la voie avec leurs idées, notamment leur idée de sanctuariser le droit de la concurrence au niveau constitutionnel,
Les autres courants du néolibéralisme ont chacun apporté ensuite leur pierre à l'édifice conceptuel du constitutionnalisme économique. Hayek, avec sa conception catalactique du marché comme processus de découverte et de sélection, justifie non seulement le rejet de toute justice sociale dans l'ordre constitutionnel, mais il amène également un décalage tout à fait décisif sur la manière de penser les relations entre droit et marché. Le droit n'est plus seulement le cadre qui permet de faire jouer le mécanisme de concurrence, il serait lui-même, ou devrait être en tout cas, soumis à la concurrence pour sélectionner les normes les plus efficaces. D'où la défense d'une fédéralisation de l'État et de son intégration dans des entités internationales ou supranationales, afin justement de produire la concurrence normative entre les législations et entre les ordres juridiques. Ensuite, notamment avec l'hypothèse d'anticipation rationnelle des agents économiques, la nouvelle macroéconomie classique héritée de l'école de Chicago a œuvré pour sa part à disqualifier scientifiquement les politiques interventionnistes et expansionnistes, qu'elles soient sur le plan budgétaire ou sur le plan monétaire. La nouvelle macroéconomie classique en déduira alors l'idée de la supériorité de la règle juridique, sur la décision politique. Rules rather than discretion, selon le titre d'un article de Kildan et Prescott passé à la postérité, et que je vous mentionne avec mon plus mauvais anglais ici. Cette devise se traduit alors concrètement par une volonté de neutraliser la politique monétaire d'une part, et d'autre part, d'imposer aux décideurs publics des règles strictes d'équilibre budgétaire. Or, ce sont là les deux sillons qui seront approfondis par James Buchanan et ses disciples de l'école de Virginie, à travers un programme de recherche qu'ils qualifient eux-mêmes d'économie constitutionnelle, qui aboutit là aussi, entre autres choses, aux règles d'or, aux règles d'équilibre budgétaire et aux propositions d'indépendance des banques centrales, avec des mandats strictement monétaristes et confiés à des experts indépendants. Dans une perspective normative, la constitution économique tend ainsi à être comprise comme la nécessité d'inscrire au sommet de la pyramide des normes les principes jugés nécessaires au maintien de l'ordre concurrentiel de marché. Les choix politiques discrétionnaires étant disqualifiés, il s'agirait de privilégier une gouvernance par les règles, des règles dégagées scientifiquement par les économistes, traduites en droit par les juristes, et mise en œuvre par des experts réputés indépendants et supposés à l'abri des pressions de la représentation politique et des groupes d'intérêt. Reste alors une question décisive, celle du gardien de cette constitution économique. Évidemment, cela renvoie à la célèbre controverse de l'entre-deux-guerres entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur le Hüter der Verfassung. Kelsen défendait l'idée d'un tribunal constitutionnel, tandis que Schmitt, lui, confiait ce rôle au chef d'État. Mais, comme l'ont montré plusieurs travaux, notamment ceux de Renaud Baumer, cette controverse dépassait en fait largement ces deux figures. En réalité, et ça a fait souvent oublier, nombre de juristes conservateurs, hostiles au parlementarisme, soutenaient le contrôle juridictionnel du législateur, tandis que plusieurs juristes de gauche redoutaient au contraire un gouvernement des juges, dans un contexte où la magistrature était majoritairement conservatrice et anti-républicaine. La question de la justice constitutionnelle se trouvait ainsi en réalité étroitement liée à celle de savoir s'il fallait limiter le pouvoir du Parlement au nom de valeurs substantielles, au nom d'une espèce d'ordre axiologique transcendant dont le juge pourrait en quelque sorte être l'oracle. Ces positions contrastent évidemment avec le récit de l'après-guerre qui faisait de l'avènement de la justice constitutionnelle une réaction face aux dérives de la démocratie parlementaire ayant permis l'arrivée légale des nazis au pouvoir. Au-delà de la part de mythes véhiculée par ce récit, il faut surtout insister sur le fait que le potentiel anti-majoritaire du contrôle de constitutionnalité en fait aussi un instrument compatible avec les théories et avec les projets de constitutionnalisation de l'ordre de marché, dans la mesure où il permet de limiter l'action du Parlement et de stabiliser juridiquement certaines règles économiques fondamentales en confiant la protection à des experts, à des détenteurs du savoir, les juges. Mais encore reste-t-il à savoir si les normes constitutionnelles ou supranationales à partir desquelles s'opère désormais le contrôle juridictionnel du pouvoir législatif ont subi ou non cette substantialisation économique.
si les règles et principes de l'ordre de marché défendus par les divers courants du néolibéralisme ont trouvé un écho, une consécration en droit positif. Et deux, à savoir ce que les juges chargés du contrôle de ces normes en ont déduit concrètement, y compris lorsque ces normes n'intègrent a priori que des droits fondamentaux classiques et non des règles ou principes issus des sciences économiques. On arrive ici à la troisième et dernière étape de la présentation, donc après celle sur la problématique au cœur du concept de constitution économique et des limites de l'approche juridique classique, et après celle de la généalogie du concept. On est donc au stade ici de l'apport de la généalogie du concept pour le traitement juridique de la problématique en cause, celle de la constitution économique, donc du système économique admis ou apposé de manière explicite ou implicite par l'ordre constitutionnel. Disons-le clairement, mes recherches ne couvrent pas évidemment l'ensemble des ordres juridiques occidentaux. L'étude que j'ai menée s'ancre dans 3 États d'Europe continentale, la France, l'Allemagne et la Belgique, avec en surplomb le droit de l'Union européenne. L'idée était de comparer non seulement les textes fondamentaux, mais aussi les décisions des juridictions suprêmes respectives, avec pour objectif de déceler dans ces décisions comment concrètement les juges se figurent l'économie et son fonctionnement. Laisse-t-il transparaître une vision du monde, un référentiel économique que la généalogie du concept a permis d'apercevoir, donc le référentiel néolibéral, à travers lequel l'économie est vue sous le prisme du marché et de la concurrence, ou à l'inverse, peut-on déceler un attachement particulier à l'idée, par exemple, d'état social. Or, en procédant de la sorte, c'est bien le premier, le référentiel néolibéral, qui s'est finalement donné à voir. En réalité, au niveau de l'Union européenne, la question est relativement facile à trancher. On peut schématiquement diviser la constitution économique européenne en 3 strates. La constitution microéconomique, donc liée à l'individu, ce sont les libertés fondamentales de circulation. La constitution macroéconomique avec les États, l'Union économique et monétaire, et entre les deux, souvent on la met dans la constitution microéconomique, mais moi je préfère la distinguer, et la met dans la constitution mésoéconomique, c'est le droit de la concurrence, où là il n'est pas question des individus, mais des structures de marché. Donc on est entre l'individu et l'État, on est au niveau des structures de marché. Au niveau microéconomique, les traités consacrent donc les libertés fondamentales de circulation, marchandises, services, travailleurs et capitaux. Si on pouvait initialement parler d'un certain compromis entre le libéralisme ordonnateur allemand et un libéralisme plutôt à la française, influencé quand même plutôt de keynésianisme et d'une planification indicative, l'interprétation progressive des traités par la Cour de justice a cependant créé et renforcé une véritable logique de concurrence normative chère à Hayek et à Buchanan. Avec l'arrêt Cassis de Dijon de 1979, les juges ont en effet transformé le principe de non-discrimination, qui veut que les étrangers soient traités aussi favorablement que les nationaux, en principe de reconnaissance mutuelle, conduisant à mettre en concurrence les législations nationales, puisque chaque État en vient à devoir reconnaître et à donner relevance aux normes des autres États membres. Par ailleurs, les arrêts, notamment Viking et Laval, montrent de manière paradigmatique la manière par laquelle les droits sociaux ont tendance à être subordonnés aux législations fondamentales, aux libertés fondamentales de circulation, par le biais du sacro-saint contrôle de proportionnalité. Merci. Au niveau mésoéconomique, le droit de la concurrence et des aides d'État a pour fonction très explicite de garantir la concurrence de marché. La Cour de justice joue par ailleurs un rôle actif dans l'extension de la logique de marché, que ce soit en consacrant depuis l'arrêt Höfner de 1991 la définition fonctionnelle et quasi limitée de la notion d'entreprise pour soumettre au droit de la concurrence toute activité économique susceptible, même hypothétiquement, d'être assumée par le marché, y compris en cas, par exemple, de but de lucre. Que ce soit aussi pour appliquer en matière d'aide d'État, à certains moments, un standard de l'investisseur privé en économie de marché, qui tend donc à accorder à la concurrence le statut d'une espèce de norme hypothétique abstraite, à l'aune de laquelle juger de la légalité des actions de l'État, notamment dans le financement des opérateurs et des services publics. Enfin, au niveau macroéconomique, là, la discipline du marché est encore plus manifeste. Depuis le traité de Maastricht et la mise en place de l'Union économique et monétaire, l'architecture institutionnelle européenne vise
à encadrer strictement les politiques budgétaires et monétaires des États. Inspiré notamment par la nouvelle macroéconomie classique et par les théories du public choice, ce dispositif tend à placer les politiques publiques, les politiques économiques nationales, sous la surveillance des marchés, appelés, eux, à forcer les États à adopter les réformes structurelles jugées nécessaires. Ce constat d'une imprégnation ou d'une orientation néolibérale des traités européens et des décisions de la Cour de justice, si elle ne fait pas l'unanimité, est cependant partagée par un certain nombre d'auteurs. Mais qu'en est-il au niveau des ordres constitutionnels nationaux? Ici aussi, force est de constater, quoique de façon plus latente et implicite, que des indices d'une vision du monde située et d'orientation plus libérale ou néolibérale existe bel et bien à ce niveau des ordres juridiques étatiques. Par exemple, dans leur réinterprétation de la liberté d'entreprendre, pour en faire progressivement le socle d'une défense plus structurelle du mécanisme de concurrence comme faisant partie intégrante d'un ordre public et économique. Excusez-moi. Il est vrai, les juridictions constitutionnelles consacrent bel et bien le plus souvent, à côté du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, donc des libertés économiques classiques au fondement du marché. Il consacre également d'autres droits, les droits économiques et sociaux, censés atténuer les défauts allégués de cette économie de marché. Toutefois, si on y regarde de plus près, l'impression d'équilibre se dissipe, car la protection accordée aux droits économiques et sociaux, si elle n'est pas nulle, elle contraste en tout cas fortement avec les garanties attachées aux libertés économiques. Pour les premiers, donc pour les droits économiques et sociaux, les juges constitutionnels avalisent l'existence de ce que la Cour constitutionnelle allemande appelle une réserve du possible, qui consiste à dire que le niveau de prestations sociales dépend inévitablement de la situation financière de l'État. Donc il est susceptible de diminuer pour des raisons budgétaires. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle fédérale allemande avalisa l'immense majorité des réformes Hartz du début des années 2000. Elle censura certes une réduction de l'allocation de chômage au nom d'un droit fondamental à la garantie d'un minimum vital conforme à la dignité humaine, mais elle ne remettait aucunement en cause la rationalisation des dépenses de sécurité sociale. Elle fustigeait seulement, sur le plan méthodologique, les calculs trop imprécis du Bundestag. En revanche, elle lui reconnaissait toujours une marge d'appréciation extrêmement large, sinon quasi limitée, concernant le montant de l'aide sociale minimale, y compris en fonction de l'état des finances publiques. À l'inverse, pour les atteintes aux libertés économiques classiques, l'argument du contexte économique n'existe tout simplement pas. L'obligation du Parlement ici n'est pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. Au nom du droit de propriété, tant le Conseil constitutionnel que la Cour constitutionnelle allemande établissent progressivement des seuils limites aux prélèvements fiscaux sur les revenus, et ils immunisent tous deux, désormais même, le patrimoine déjà acquis, autrement dit le capital constitué. Et ce, parfois d'ailleurs, avec une interprétation pour le moins audacieuse, comme ce fut le cas en 1995 dans la décision de la Cour constitutionnelle allemande, par laquelle fut déboulonné l'impôt ordinaire sur la fortune que j'avais mentionné en introduction. Des requérants avançaient le fait que pour payer cet impôt, ils devraient vendre une partie de leur patrimoine, ce qui portait atteinte à leur droit de propriété privée. Par un renversement de jurisprudence, la Cour constitutionnelle leur a donné raison. C'est un juge qui avait plaidé auparavant, avant d'être juge, justement pour utiliser le droit de propriété pour mettre ce genre de limite, qui a rédigé l'arrêt, ça aide. Mais elle ne s'est pas arrêtée juste à ce raisonnement-là. Elle a ajouté que le droit de propriété privée impliquait que la charge fiscale totale sur les revenus, donc à la fois du travail et du capital, de chaque contribuable, ne puisse jamais excéder 50%. Pourquoi 50%, me direz-vous? Parce que l'article 14 de la loi fondamentale prévoit que l'usage de la propriété privée doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. Or, l'adverbe en même temps se dit en allemand zugleich, et gleich connote une idée d'égalité comme dans gleichen Teil, donc dans parts égales. Voilà comment fut posé le principe de la division par moitié, limite qui équivalait en fait approximativement, ça tombe bien, au niveau d'imposition en vigueur au moment de la décision, c'est-à-dire au moment des grands défis économiques de la réunification. Ce qui n'a pas manqué de soulever le juge Böckenförde,
qui, soit dit en passant, est un élève, mais de gauche, enfin, disciple critique de Carl Schmitt, dans une opinion dissidente au vitriol, qui n'est pas sans rappeler l'opinion dissidente du juge Holmes dans l'arrêt Lochner, et qui mériterait d'être plus discutée dans la littérature. Dans une perspective analogue, c'est au nom de la liberté d'entreprendre que furent censurés en France en 2002 le durcissement des critères de licenciement économique décidé par le gouvernement Jospin, ou en 2014 le dispositif anti-licenciement boursier déjà mentionné en introduction, donc sur la loi Florange. Et chaque fois au nom de la capacité du chef d'entreprise à procéder à des arbitrages économiques, dans une conception purement actionnariale de l'institution juridique qu'est l'entreprise, et sans considération pour le contexte de crise sociale dans lequel ce dernier projet de loi Florange était porté à la suite de la grande récession de 2008, issue de la dérégulation financière internationale. Et soit dit en passant, le juge ne peut pas s'immiscer dans les arbitrages économiques de l'entreprise, donc le juge judiciaire ne pourrait pas s'immiscer dans les arbitrages économiques de l'entreprise, mais par contre, le juge constitutionnel s'immiscer dans les arbitrages économiques du Parlement, là, ça pose pas trop de problème. Ultime ruse de la raison juridique, non seulement l'État social se trouve donc enserré dans une réserve du possible qui lui est imposée par les juridictions suprêmes, mais ce même juge concourt en réalité activement à former cette contrainte économique. Les bornes très concrètes qu'ils imposent à l'intervention de l'État, notamment au niveau fiscal, participent en effet à entretenir au niveau budgétaire une telle réserve du possible. Dès lors, et pour conclure la présentation, il apparaît qu'une approche plus contextuelle de la constitution économique permet de battre en brèche la thèse de la neutralité. Contrairement à cette lecture, ce qui transparaît est bien plutôt une tendance, selon moi, à la clôture économique des normes fondamentales. Non pas clôture complète et définitive, certes, ni même encore moins clôture volontaire et consciente. Il n'est nullement question ici d'y voir une intrigue orchestrée. Il s'agit seulement d'analyser comment des discours et des débats externes au droit peuvent influer de manière diffuse sur le discours juridique lui-même. Disant cela, il n'est pas question non plus de nier la contrainte que le marché fait aujourd'hui effectivement peser sur les ordres juridiques. Il s'agit seulement de montrer que cette contrainte économique est aussi, en dernière analyse, une contrainte façonnée par le droit lui-même. À ce niveau des liens entre droit et contrainte de marché, il faut par ailleurs bien comprendre aussi la relation qui se noue et qui se joue entre le processus de constitutionnalisation de l'économie dont nous venons de parler et les états d'exception de ces dernières décennies. État d'exception monétaire avec la crise des dettes souveraines en Europe, réformes structurelles imposées à certains États en échange d'une assistance financière, mais au mépris des règles constitutionnelles internes les plus élémentaires, ou encore état d'exception sanitaire, bien sûr. Ces phénomènes, et les concepts qui les recouvrent, donc constitution économique et état d'exception économique, ne sont pas à voir comme des opposés ou à voir dans une optique paradoxale. Ils sont pour moi à penser sur le mode dialectique. La constitution économique néolibérale fut en effet une réponse au risque d'état total, c'est-à-dire, en gros, à l'état-providence. Elle est une réaction à la menace que fait peser sur le régime, le régime parlementaire et une conception de la démocratie réputée illimitée sur l'ordre de marché. Schmitt reprochait au libéralisme son incapacité à répondre aux crises que ce dernier engendrerait, inévitablement, par son relativisme axiologique. Il s'en remettait à un État autoritaire où le Parlement est en quelque sorte évacué au profit de la relation directe entre le chef d'État et le peuple. Face à l'urgence, il en appelait à un état d'exception économique qui suspendrait les principes libéraux de l'état de droit pour assurer la survie de l'ordre constitutionnel en place. Dans son ouvrage intitulé « L'état d'exception ou l'impuissance autoritaire de l'État à l'époque du libéralisme », Marie Goupy a pu montrer avec une impressionnante clarté toute l'ambivalence de cette théorie schmittienne de l'état d'exception. État d'exception qui se veut une alternative libérale, mais qui se révèle paradoxalement être une solution potentielle en cas de crise, puisqu'elle reproduit, certes de manière autoritaire, l'autonomie du politique et, par contre-coup, l'autonomie aussi des autres sphères sociales, donc y compris l'autonomie de l'économie censée être régulée par le mécanisme du marché. L'état d'exception, dans son versant économique, est donc susceptible d'être réinvesti et d'être subverti dans une perspective libérale ou néolibérale. La suspension de l'état de droit face à une crise existentielle reste donc une option toujours ouverte en cas d'absolue nécessité, un antidote de dernier recours, comme en témoignent les positions bien connues de Milton Friedman ou de Friedrich Hayek.
et comme en attestent aussi les pratiques des états d'exception économiques que nous venons de mentionner. Mais encore faut-il ajouter que, comme son nom l'indique, l'option reste précisément une option exceptionnelle, d'ultime recours dans l'édifice conceptuel néolibéral. Or, le leitmotiv des néolibéraux, ce qui représente en quelque sorte leur agenda commun, en même temps que leur vrai dépassement vis-à-vis de Schmitt, est de penser à un dispositif qui permet de prévenir autant que possible la survenance des crises, de créer un cadre juridique suffisamment robuste pour assurer l'autonomie des sphères sociales et la dépolitisation de l'économie, sans devoir en passer par ce moment extraordinaire de réaffirmation de la dépolitisation de la société, qui, soit dit en passant, emporte toujours un risque pour l'ordre politique et juridique lui-même. La pensée de l'état d'exception est en ce sens le négatif, mais non la négation, du constitutionnalisme néolibéral. Il est l'envers qui permet d'assurer l'autonomie du marché, qui permet de réaffirmer sa dépolitisation. Si l'état d'exception économique est donc, comme nous l'avons dit, l'antidote de dernier recours, la constitution économique est de son côté le dispositif préventif, prophylactique, qui assure en temps normal l'ordre libéral de marché contre les risques de contestation et de déstabilisation inhérents à un régime démocratique. Je vous remercie pour votre attention.